La prévention. Voici déjà une définition littéraire de la prévention qui se définit comme l'ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un accident pour l'empêcher de survenir. Là, il y a une petite confusion puisque notre représentation de la prévention nous mène souvent à considérer que c'est quelque chose qui va éviter l'apparition d'une maladie telle que définie par cette définition littéraire. Or, en France, par exemple, la prévention contre le cancer du sein se base pratiquement exclusivement sur le dépistage systématique. Le dépistage systématique, il ne correspond pas à un moyen d'éviter la maladie, mais plutôt d'anticiper sa déclaration et d'améliorer du coup son traitement. Donc on se rend compte que cette définition littéraire n'est pas forcément conforme à la définition qu'on pourrait faire sur un plan professionnel. Voici une définition professionnelle de la prévention. C'est une action de santé qui a pour objectif d'éviter l'apparition, mais aussi l'aggravation de problèmes de santé en faisant appel à des mesures de portée collective ou individuelle. Elle peut être primaire, mais secondaire aussi, voire tertiaire. La différence principale qu'on trouve entre la prévention primaire et la secondaire et la tertiaire, c'est la période par rapport à la maladie. La prévention primaire s'intéresse à des populations en bonne santé, essaye d'éviter l'apparition de la maladie chez ces personnes, donc on travaille avant l'apparition de la maladie. Alors que les préventions secondaires et tertiaires, elles, ne concernent que ce qui se passe après l'apparition de la maladie. La prévention primaire vise à diminuer le nombre de nouveaux cas d'une maladie, donc principalement à réduire l'incidence d'une maladie. Alors comment peut-on réduire l'incidence d'une maladie? En travaillant sur des mesures de portée collective, par exemple, c'est-à-dire que là ce sont les pouvoirs publics, les autorités, qui vont mettre en œuvre toute une série d'actions qui va permettre collectivement de protéger la santé de la population. Par exemple, la distribution d'eau potable. Une eau potable distribuée va être le garant d'une bonne qualité, d'une bonne santé de la population. En tout cas, elle va favoriser la santé. A l'inverse, la distribution d'une eau souillée, contaminée, peut conduire à des épidémies de fièvre typhoïde, par exemple, ou de choléra. L'évacuation et le traitement des déchets constituent un autre enjeu très important. On sait que l'accumulation des déchets, ou par exemple des eaux usées, peut favoriser l'apparition là aussi de pathologies liées à la contamination de l'eau, par exemple. La salubrité de l'alimentation. Il incombe au pouvoir public notamment d'assurer le contrôle de la qualité des produits qui sont vendus, distribués, transformés dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, ou dans les abattoirs. La vaccination qui va permettre de protéger ici une population, puisque lorsque le taux de couverture vaccinale est suffisant, la maladie ne progresse plus dans la population, donc on a une protection collective. L'hygiène. Quand on parle d'hygiène ici, on parle d'hygiène de l'habitat, c'est en gros faire en sorte que les logements soient des logements qui soient propices à la santé. On sait très bien aujourd'hui qu'un habitat de mauvaise qualité, trop humide, trop peu chauffé par exemple, ou infesté, peut conduire à des problèmes de santé qui peuvent être respiratoires, qui peuvent être cardiovasculaires, qui peuvent être aussi psychologiques, voire psychiatriques. Le milieu de travail. On a encore une proportion importante des salariés aujourd'hui dans le monde du travail qui sont exposés à des agents, par exemple, cancérigènes. Mais aussi l'hygiène de l'environnement, les facteurs environnementaux plus généraux, on va dire par exemple la qualité de l'air est un facteur très important qui doit être maîtrisé. On estime que la mauvaise qualité de l'air, par exemple, à la fois dans les locaux et à l'extérieur, est susceptible de provoquer pratiquement 10% des décès qu'on observe chaque année en France, par exemple. Sur un plan mondial, on est aux environs de 12%. Donc la mauvaise qualité de l'air est un enjeu tout à fait important de santé publique. Elle incombe principalement des décisions collectives, des décisions des responsables politiques notamment. Mais on a aussi des mesures de prévention individuelle. Chacun peut aussi agir en prévention primaire pour favoriser sa propre santé à travers l'hygiène corporelle, par exemple, mais aussi l'alimentation, faire le choix d'une alimentation de meilleure qualité. L'activité physique, on parle d'activité physique et pas forcément sportive, c'est important de préciser. On n'est pas forcément dans la nécessité de mettre des baskets pour aller courir, pour jouer au ballon, je ne sais. On peut très bien faire de l'activité physique simplement en prenant l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, en se déplaçant à pied pour aller chercher ses courses par exemple.
On s'est rendu compte même plus récemment que l'activité physique on pouvait considérer le ménage comme une activité physique, par exemple, avis aux amateurs, sachant que l'activité physique est responsable, par exemple, d'une réduction très sensible de très nombreuses pathologies cardiovasculaires, bien sûr, mais aussi cancérigènes et probablement neurologiques. La vaccination, qui va jouer un rôle aussi pour protéger les individus, et on parlait aussi de la vaccination sur une mesure de protection collective parce qu'elle peut protéger l'ensemble d'une population dès lors que le taux de couverture vaccinale est suffisant au niveau de cette population. On a ensuite la prévention secondaire qui vise à diminuer la durée et l'évolution de la maladie. Elle ne vise plus à empêcher l'apparition de nouveaux cas, donc elle ne vise plus à diminuer l'incidence, mais plutôt la prévalence de cette maladie en faisant en sorte que cette maladie soit le moins durable possible. Elle fait appel principalement à deux grandes mesures. La plus connue, c'est le dépistage précoce. J'évoquais tout à l'heure les mammographies systématiques recommandées pour les femmes de plus de 50 ans, qui constituent en fait un des dépistages les mieux pratiqués en France. On pourrait parler de nombreux autres types de dépistage, notamment dans les cancers du côlon rectum par exemple. On a aussi des traitements des premières atteintes qui constituent un des champs de prévention secondaire. La prévention tertiaire, elle, vise à diminuer le nombre et la gravité des complications et des séquelles. On n'est plus face à des pathologies qui sont soupçonnées avant leur apparition, on est carrément sur des pathologies qui sont documentées, on est dans le cadre de maladies chroniques et on va accompagner les personnes touchées par des maladies chroniques à faire en sorte de vivre dans les meilleures conditions leur pathologie pour que ne se développent pas des problèmes de séquelles ou des complications. La prévention secondaire, on disait donc, fait surtout appel au dépistage et la prévention primaire à la sensibilisation aux facteurs de risque. C'est l'éducation à la santé, c'est la promotion de la santé. On évoque aussi, pour certains auteurs, une quatrième prévention, donc une prévention quaternaire qui est une action menée pour identifier un patient ou une population à risque de surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales invasives, lui permettre de connaître une vie digne et sans souffrance. Cette définition n'est pas officielle. Elle vise par contre à sensibiliser les soignants notamment à lutter contre une forme d'acharnement thérapeutique qui est moins peut-être pratiquée qu'à une certaine époque dans les établissements de santé, fort heureusement.